Bonjour, mesdames et messieurs, sur Alwar TV. Aujourd'hui, on va faire un débat ou un programme, disons, sur surtout ce qui se passe dernièrement en Russie, en Ukraine, dans les pays de l'Est de l'Europe. Et j'ai un invité, journaliste, Monsieur Zbigniew Stefanik. Bienvenue. Merci à vous. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur, dame. Bonsoir monsieur. Et Monsieur Zbigniew est journaliste depuis 8 ans, n'est-ce pas? Oui, absolument. À Strasbourg. Oui, c'est ça. Il est né à Strasbourg, n'est-ce pas? Alors, je suis né en Pologne en fait. Né en Pologne, mais d'une mère française. C'est ça, deux parents polonais en fait. Ouais. J'ai émigré en tant qu'enfant en fait en France. Voilà, j'ai fait ma scolarité ici et depuis je travaille pour les médias polonais en tant que correspondant de presse. Et ça fait 8 ans. Et ça fait N'est-ce 8 ans, pas? absolument. Oui. Et M. Zbigniew, il est, donc, comme j'ai dit, journaliste à Strasbourg, travaille surtout pour les médias polonais. C'est bien ça. Et surtout, pourquoi j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, de la guerre en Ukraine, mais malheureusement, il y a très peu de gens qui parlent de la vérité de ce qui se passe là-bas. Moi, je veux aussi bien inviter un jour peut-être un journaliste russe et aussi un jour un journaliste ukrainien peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un journaliste polonais. Comme vous le savez, la Pologne est juste à la frontière des deux pays. Et la Pologne est bien concernée surtout à cette guerre. Et on dit peut-être la guerre va s'ouvrir aussi vers la Pologne. On ne sait pas. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu discuter ces choses avec un journaliste qui connaît bien le terrain et qui va nous raconter ce qu'il en pense. Et je pense, M. Zbigniew, il est venu de Pologne il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a des informations très fraîches Oui, à nous donner. Monsieur Zbigniew, je vais vous poser une question seulement. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre, de la guerre de Poutine, disons, contre l'Ukraine? En fait, quand on parle de cette guerre, il y a plusieurs aspects. Il y a tout d'abord l'aspect humain. Donc il faut bien comprendre que depuis le début des hostilités, donc le 24 février de cette année, il y a environ 3 500 000 réfugiés ukrainiens qui ont traversé la frontière polonaise. Ouais. Sur ceux, environ 1 million sont rentrés chez eux. Et aujourd'hui, on peut estimer que le nombre de réfugiés ukrainiens sur le territoire polonais s'élève à environ 3 millions. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer après la guerre? Est-ce que ces gens vont rester en Pologne? Est-ce qu'ils vont repartir? Ou si au contraire, parce que comme on le sait, c'est principalement des femmes et des enfants, est-ce que leurs maris vont les rejoindre en Pologne après la guerre? Parce qu'on peut supposer que le pays sera en piteux état après cette guerre, donc est-ce que ces gens vont rester ou repartir? C'est une question clé, parce qu'en fait la Pologne, c'est un pays qui est pour beaucoup uninational et uniculturel. En fait, finalement, vous avez très peu d'immigrants en Pologne. Il y a une majorité tchétchène, certes. Vous avez une majorité orthodoxe, certes, mais ce sont des minorités. Je veux dire, aujourd'hui, en Pologne, on a à peu près 100 000 Tchétchènes. Donc c'est pas grand-chose. Donc l'État polonais pour l'instant n'est pas formé, n'a pas la méthode d'intégration d'un groupe de réfugiés aussi conséquent que les réfugiés qui sont arrivés d'Ukraine en Pologne. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que donc la Pologne aujourd'hui, c'est un pays qui compte 36 millions d'habitants. On a 3 millions, plus de 3 millions de réfugiés qui sont arrivés en l'espace de 3 mois en Pologne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être intégrés? Est-ce qu'ils vont repartir? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les Polonais considèrent que cette guerre, finalement, les concerne directement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous venez de le souligner,
La Pologne a une frontière commune avec la Russie, mais aussi avec la Biélorussie. Aujourd'hui, la Biélorussie est considérée comme un État vassal de la Russie, donc finalement les forces armées russes se trouvent en Biélorussie, ce qui fait que finalement la Pologne considère que finalement de deux côtés, elle se trouve être en danger vis-à-vis de l'armée russe. Donc d'un point de vue polonais, en fait, si la Russie venait à vassaliser l'Ukraine, la menace russe se trouverait de trois côtés. Donc d'un côté, donc Kaliningrad, ensuite sur toute la frontière biélorusse, et puis la frontière ukrainienne. Donc d'un point de vue polonais, il s'agit réellement d'un enjeu sécuritaire. C'est comme ça que c'est perçu pour la Pologne, pour l'État polonais et le gouvernement. Donc cette guerre relève de l'intérêt national. Donc aujourd'hui, le gouvernement polonais, l'État polonais soutient pleinement et entièrement l'action occidentale, devrais-je dire peut-être l'action américaine, parce qu'on a l'impression que finalement il y a des dissensions entre les alliés. Donc d'un côté, vous avez Joe Biden qui débloque 40 milliards de dollars de soutien pour l'Ukraine. Ouais, Monsieur Zbigniew, je vais t'interrompre. Est-ce que le danger russe est vraiment bien ressenti en Pologne? Oui, alors absolument. Et il est non seulement ressenti, mais en plus il est réel. Parce qu'en fait, comment c'est réel? Est-ce qu'il y a des soldats russes qui sont passés? Alors non, pour l'instant non. Mais finalement, on pourrait envisager le scénario suivant. Tel que se présentent les choses, finalement, les Russes ont échoué à prendre Kiev. Finalement, l'opération russe telle qu'elle a été lancée dans ces premières semaines s'est avérée être un échec. Aujourd'hui, on voit que les combats ont lieu dans le Donbass, mais la Russie n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Pourquoi? Justement, parce qu'il y a un appui militaire occidental. C'est un appui logistique, effectivement. Mais c'est cet appui logistique, donc ces livraisons d'armes et de moyens d'information des services secrets qui sont livrés aux Ukrainiens, qui font que l'Ukraine peut tenir contre la Russie. Mais la Pologne n'a pas l'Ukraine, hein. La Pologne est un membre de l'OTAN. Oui, absolument. Mais ce qui serait, d'un point de vue russe, profitable, c'est de créer des dissensions entre Européens et Américains. Pourquoi? Parce que finalement, les Américains, eux, ne sont pas concernés par cette guerre sur leur territoire, alors que l'Europe serait directement impactée par une guerre directe avec la Russie. D'un côté, aujourd'hui, l'Europe occidentale... Mais si la Pologne est directement attaquée par la Russie, ça veut dire que c'est l'OTAN qui a attaqué. Hein. Oui, mais on a justement deux points de vue. Ça veut dire les Ukrainiens ont raison d'avoir peur de la Russie, mais je ne comprends pas pourquoi les Polonais ont tellement peur. Parce que une attaque de la Pologne pourrait s'avérer être une monnaie d'échange entre la Russie et l'Europe occidentale. Ah bon? En gros, en fait, on pense à une attaque... Vous pensez que l'OTAN va lâcher la Pologne? Alors, peut-être pas tout de suite. Contre la Russie? Mais en fait, ce qui est envisagé dans un scénario hypothétique, ça il faut le préciser, c'est une attaque aérienne, non terrestre, mais aérienne sur des cibles en Pologne. Pour mettre en fait l'Europe occidentale vis-à-vis d'une situation directe. C'est-à-dire que bon, pour l'instant, on a une guerre en Ukraine. Ça ne concerne pas l'OTAN. Aujourd'hui, les Occidentaux ne ressentent pas la guerre directement. Bon, ça impacte les prix, ça impacte les prix à la consommation, le pouvoir d'achat, ok. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de menace directe sur les citoyens occidentaux. Menace militaire, disons. Menace militaire, disons, voilà. Mais si l'on se trouve dans une situation où des Français et des Allemands voient des villes polonaises se faire bombarder, là, du coup, le soutien à l'Ukraine pourrait diminuer fortement, donc justement en Allemagne ou en France. Donc, d'un point de vue russe, attaquer des cibles en Pologne serait un élément de chantage, un élément justement qui créerait de la division entre Américains et Européens, en disant aux Européens, regardez ce qu'on a fait à la Pologne, donc maintenant, ok, vous allez sûrement répondre, vous allez riposter, mais rappelez-vous d'une chose, nous avons des abris qui ont été créés par l'Union soviétique. Et ces abris vont protéger notre population. Vous, des abris comme ça, vous n'en avez pas. Ensuite, il y a une chose qui concerne la logistique. C'est-à-dire que on parle beaucoup de la logistique russe en disant qu'effectivement les Russes ont perdu un nombre conséquent de leur matériel. Mais il faut bien comprendre qu'ici, nous, en Europe, ça fait quand même 30 ans qu'on réduit nos forces armées. Donc, en effectuant des livraisons d'armes à l'Ukraine, on réduit nos stocks. Donc aujourd'hui, est-ce que nous, effectivement, en Europe, on est prêt à repousser une menace russe? Si vous prenez par exemple la Pologne a livré des chars P-72 à l'Ukraine. Ensuite, la Pologne a également livré des avions. Pareil, la Bulgarie, c'est pareil pour la République tchèque. Les Français, eux, ont livré des canons César. Comme on le sait, ces canons ont été prélevés sur les stocks de l'armée.
Donc il faut bien comprendre que nos moyens militaires, eux aussi, sont limités. Alors, ok, on relance la production. Ils sont réduits, mais aussi les moyens militaires russes sont encore plus réduits. Ça, c'est la question. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'effectivement, on est dans une situation... La stratégie américaine maintenant de prolonger la guerre, je pensais ça aussi, de réduire les stocks militaires russes. Oui, alors attention, donc on a une stratégie américaine, mais aussi, il faut bien comprendre que les Américains ont plus de moyens que les Européens. Donc si il devait y avoir une menace directe sur l'Europe, l'aide américaine arriverait, mais dans un certain temps. Je veux dire, aujourd'hui, vous n'avez pas d'Américains stationnés en France, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que nous serions en mesure de riposter à la mesure de l'attaque? Ça, nous, en tant que journalistes, on n'a pas accès à ces informations-là. Mais ces informations-là, sûrement, sont traitées par les dirigeants qui prennent des scénarios en compte. Donc, si vous permettez, je rétablis le scénario, en fait. Je le présente tel quel. Vous avez une attaque aérienne, je précise, donc pas d'invasion terrestre, juste une attaque aérienne russe sur la Pologne. Donc, concrètement, ça veut dire des bombardements de villes telles que Varsovie, Cracovie ou autres, Rzeszów par exemple, et du coup, un communiqué qu'on lance à l'Occident. Donc les Russes disent à l'Occident, regardez, nous avons attaqué la Pologne, donc maintenant, décidez-vous, est-ce que vous voulez la guerre contre la Russie directe, ou est-ce que vous êtes prêts à aller sur un compromis politique, justement, visant à satisfaire les deux camps, dont le camp russe. Et une agression de la Pologne qui serait, je le précise, c'est important, une agression aérienne non terrestre, justement servirait à créer de la dissension entre Américains et Européens. Donc ce scénario est possible. Alors, et vous dites que la Pologne deviendra la chambre de bataille, c'est ça? Alors non, la Pologne deviendrait en quelque sorte l'otage des Russes, parce que finalement, il n'y aurait pas d'invasion terrestre, il y aurait juste des bombardements qui feraient que justement la Pologne, en tant que pays de l'OTAN, serait attaquée. À ce moment-là, l'OTAN va aussi attaquer la Russie. Alors ça, c'est la question. Alors ça, c'est la question. Oui, hypothétiquement. Ça veut dire que les Polonais ne croient pas que l'OTAN va les protéger? C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que les Polonais connaissent l'histoire, ils connaissent 1939. Ouais. Ils savent ce qui s'est passé. À l'époque, il n'y avait pas de l'OTAN. Il n'y avait pas d'OTAN, effectivement. Il n'y avait pas d'OTAN, effectivement. Mais il y avait des garanties des Français et des Britanniques qui étaient très claires. Ces garanties n'ont pas été réalisées. Après, il faut aussi... Mais ces pays étaient aussi des pays, à l'époque, des pays bien affaiblis. Hein. Pas comme aujourd'hui. Mais après, on peut aussi parler du traité de Budapest. Le traité de Budapest de 1993 qui garantissait la sécurité de l'Ukraine. Alors, on va peut-être en parler, si vous le permettez, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. En 1991, on a la chute de l'URSS. Donc ensuite, l'Ukraine présente un problème en ce qu'elle est finalement la troisième puissance nucléaire au monde, puisque après cette déclaration d'indépendance, l'Ukraine est devenue un État indépendant, mais elle dispose d'un nombre conséquent du stock soviétique d'armes nucléaires. Ça devient une menace pour l'Occident et pour le monde entier, parce qu'en fait, ce qui inquiète à l'époque les dirigeants, c'est que ces armes soient revendues à des terroristes, enfin à des groupes très peu scrupuleux. Et donc, on cherche en fait un moyen de garantir la sécurité de l'OTAN. Et ce qui est mis en place, c'est qu'en contrepartie donc de l'arsenal nucléaire, donc l'Ukraine a rendu son arsenal nucléaire, mais en contrepartie, des pays tels que la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie ont garanti la sécurité de l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La sécurité, ça signifie qu'on a garanti son intégrité territoriale. Or, 20 ans après, vous avez une agression russe. Donc une agression russe qui remet en question le traité de Budapest, mais l'intégralité du territoire ukrainien. Donc il faut bien comprendre qu'à l'Ukraine, on lui a garanti sa sécurité en 1993. Donc, en tout état de cause, d'après ce traité, en cas d'agression de l'Ukraine par un État, les États signataires devraient défendre ce pays. Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'un des signataires de ce traité, qui finalement constitue la base de la sécurité ukrainienne d'il y a encore quelques années, agresse l'Ukraine, et nous avons deux pays qui aujourd'hui soutiennent justement la stratégie de soutien à l'Ukraine. Mais justement... Et quel pays? Nous avons la Grande-Bretagne, donc les signataires sont la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie. Donc vous avez la Grande-Bretagne et les États-Unis qui soutiennent Kiev, donc finalement qui font que respecter les modalités du traité de Budapest de 1993, et la Russie qui est signataire de ce traité-là, qui a agressé l'Ukraine. Donc les garanties internationales qui ont été données à l'Ukraine n'ont pas été respectées, vous en conviendrez. Donc finalement, en Pologne, l'histoire a bien démontré une chose, c'est que les traités, c'est une chose, la situation réelle en est une autre.
Donc dans une situation où l'on sait parfaitement que l'Europe occidentale est prête à soutenir l'Ukraine, mais jusqu'à un certain point. Ouais. C'est-à-dire qu'en Europe occidentale, on ne veut pas la guerre contre la Russie. Ça, je pense que nous serons d'accord. Dans une situation où la Pologne est attaquée, il n'y a pas d'invasion, juste une attaque aérienne, donc bombardement de cibles, donc de villes, ou voire des sites militaires, ça reste à voir. On a un dilemme au niveau de l'Europe occidentale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on riposte, ce qui signifie une entrée en guerre directe avec la Russie, ou alors est-ce qu'on cherche à négocier, à trouver un moyen pour sortir de cette impasse sans faire la guerre à la Russie? Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, on a un souci de taille, c'est que la Russie est une puissance nucléaire, il faut quand même se rappeler. Alors, si la Russie dépassait les bornes, attaquait un pays de l'OTAN, attaquait la Pologne, ok, l'OTAN serait obligé de réagir, mais jusqu'à quel point? Il y a 3 pays, forces nucléaires aussi membres de l'OTAN. On est d'accord. Ce n'est pas seulement la Russie. On est d'accord, mais est-ce la Russie, il y a 3 puissances nucléaires. Mais d'accord, mais oui, mais à partir du moment où quelqu'un se sert de l'arme nucléaire, l'importance de savoir qu'il y a l'arme nucléaire, enfin, un tir riposte d'arme nucléaire détruirait simplement la planète. Donc à partir de là, la question ne se poserait plus de savoir qui a plus de bombes ou pas. Ça c'est une autre chose. Mais, de toute façon, si la Russie attaque avec ses moyens nucléaires, le même jour, en même temps, Moscou sera aussi attaqué. Oui, mais une attaque nucléaire est peu envisageable. Ça, voilà. C'est peu probable. Mais une attaque conventionnelle, donc un bombardement, un tir de missile, un bombardement conventionnel, ça, c'est une hypothèse. Alors, pour l'instant, on parle d'hypothèse. Maintenant, il faut bien voir en ce que la Pologne est finalement un État limitrophe de ce conflit. C'est par la Pologne. Je t'interromps. Concernant surtout les réfugiés ukrainiens en Pologne, et tu as dit qu'il y a à peu près 1,5 million qui sont retournés. 1 million. 1 million. Depuis quand? Alors, à partir du mois d'avril. Donc, finalement, à partir de l'interruption des opérations militaires dans la région de Kiev. Et le retour, ça continue? Alors oui, les des Ukrainiens vers... Alors oui, donc certains retours se font effectivement. C'est du retour au compte-gouttes, comme on peut l'imaginer. Mais effectivement, il y a un certain nombre de réfugiés ukrainiens qui rentrent en Ukraine. En espérant que la guerre ne revienne plus à Kiev, parce que comme on le sait maintenant, la guerre, c'est finalement... Et il y a aussi des arrivées en Pologne. Là oui, les arrivées continuent, puisque la guerre dure dans le Donbass, donc nous avons plusieurs villes qui sont réellement attaquées. Nous avons la ville de Severodonetsk, là vous avez les combats les plus durs, mais après, il y a Sloviansk, Kramatorsk, après vous avez aussi des bombardements sur Odessa. Il faut bien comprendre que des bombardements ponctuels, même si la Russie a interrompu son opération initiale, donc d'invasion du pays dans sa totalité, il y a quand même des bombardements qui se produisent sur Kiev, sur Lviv par exemple. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas une ville en Ukraine où on peut dire que là on est en sécurité, là la guerre n'arrivera pas. Ouais. Et en Pologne actuellement, tu dis il y a combien de réfugiés ukrainiens? Alors aujourd'hui, on estime qu'ils sont à peu près 3 millions. À l'heure d'aujourd'hui, ils sont 3 millions. Maintenant, c'est une migration rotative parce que donc vous avez ceux qui arrivent et ceux qui repartent. La plus grande vague de réfugiés s'est arrêtée fin mars de cette année. Voilà. Mais ça ne signifie pas que des réfugiés ne continuent pas à affluer. Donc vous avez des réfugiés qui continuent à arriver. Ceux-là viennent, comme on le disait, du Donbass, qui viennent du sud de l'Ukraine. Ouais. Vous avez des réfugiés qui repartent effectivement vers l'Ukraine. Vous avez des réfugiés qui sont repartis vers l'Ukraine et qui sont revenus en Pologne parce qu'effectivement les conditions de vie étaient assez horribles sur place. Donc les réfugiés en fait continuent à affluer, certains repartent, mais le fait est qu'aujourd'hui, on peut estimer que le nombre de réfugiés s'élève à peu près à 3 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne. Et tu as dit qu'il y a un mois, tu étais en Pologne. Oui, absolument. Est-ce que tu as ressenti encore la peur des Polonais? En fait, on ressent ouvertement ou pas? Oui, on ressent. En fait, il y a une peur, mais cette peur ne concerne pas que l'agression russe. En fait, il y a une peur qui concerne aussi le niveau de vie qu'il pourrait y avoir en Pologne, parce qu'on se rend bien compte qu'une fois que cette guerre sera finie, il y aura une frontière très difficile à contrôler avec l'Ukraine. L'Ukraine sera un État très affaibli,
Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y aura pas après cette guerre en fait une poussée de criminalité, de trafic d'armes, de toutes sortes de criminalités qui ferait que justement on arriverait à un niveau incontrôlable entre la Pologne et l'Ukraine. Voilà. Ah, okay. Ensuite, il faut bien voir que la Pologne est impactée économiquement. C'est un danger réel. Hein. Oui, après, il faut aussi voir le côté économique, c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui, l'inflation en Pologne se monte à environ 17%. Les Polonais ressentent ça directement sur leur prix. Donc la Pologne, effectivement, elle va se détacher. D'ailleurs, la Russie a interrompu le transfert de gaz vers la Pologne, hein, donc fin avril, début mai cette année. Mais de toute façon, la Pologne a construit un aléoduc qui va permettre à la Pologne d'acheter du gaz en Norvège, mais le fait est que peut-être que cet hiver, il n'y aura pas assez de gaz pour tout le monde. Donc ça c'est un danger réel. Donc ensuite, les Polonais ont peur d'une flambée des prix, ils ont peur de l'impact économique, et en fait, ce qui leur fait le plus peur, c'est que finalement, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passera dans les jours qui vont arriver, parce que finalement, on ne le sait pas. On a une guerre à nos frontières, on a des bombes qui tombent quand même à 5-10 km de la frontière. Vous avez des sites qui ont été bombardés à 5-10 km de la frontière polonaise. Donc là, du côté polonais, vous avez des gens qui les entendent, ces explosions où ils se demandent ce qui peut arriver. Donc vous avez la menace d'une attaque sur la Pologne. Ensuite, vous avez... même, je pense, quelques bombes russes étaient tombées aussi sur le territoire polonais. Non, alors pour l'instant, non. Il n'y a aucune bombe russe qui est tombée sur le territoire polonais. Ça, il n'y a pas de... dans certains villages à la frontière, non? Non, à la frontière. Donc pour on en a parlé dans la presse. Hein. Alors, de ce que je sais, moi, du côté polonais, il n'y a pas encore eu... Il y a des bombes qui sont tombées très proches de la frontière polonaise, mais du côté ukrainien. Je n'ai pas encore entendu parler de bombes qui soient tombées du côté polonais, mais le fait est que les gens qui habitent à la frontière, ils entendent des explosions et ils se demandent ce qui peut arriver dans l'avenir. Après, comme dit, donc les conditions économiques, parce qu'on se rend bien compte que cette guerre aura un impact économique. Après, la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour intégrer 3 millions de réfugiés. Comme dit, la Pologne Mais ces 3 millions de réfugiés ne vont pas rester en Pologne. Hein. Une fois que la guerre s'est arrêtée, ils vont retourner. Alors ça, c'est la question. C'est une excellente question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'on sait parfaitement qu'il y a une forte immigration économique d'Ukrainiens en Pologne depuis au moins 10 ans. Ouais. Donc déjà avant la guerre, vous aviez environ 1 million et demi d'Ukrainiens, certains parlent de 2 millions, donc d'immigration économique. À cela peuvent s'ajouter 3 millions de réfugiés, parce qu'on peut imaginer une situation effectivement des maris qui viennent rejoindre leurs femmes, qui se trouvent aujourd'hui en Pologne, et leurs enfants. On peut très bien imaginer une situation donc, de familles qui veulent rester, parce que vous avez des femmes enceintes qui sont arrivées en Pologne, donc ça leur permet de rester sur le territoire, donc des enfants finalement qui restent en Pologne avec leur mère. Après, on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer, elle peut durer 2 jours, elle peut durer 2 mois, elle peut durer 2 ans. Cela dit, on est plus parti sur une guerre qui va durer 2 ans que 2 jours, ça je pense qu'on est bien d'accord. Ouais. Donc quels seront les impacts économiques, quels seront les impacts sociétals? Ça c'est important, sociétal aussi. Parce qu'un pays comme la Pologne, qui n'a absolument pas l'habitude d'intégrer des minorités aussi conséquentes, vous vous retrouvez avec même 1 million de réfugiés intégrés d'un coup, vous n'avez pas la méthode, vous n'avez pas les structures, vous n'avez pas les fonds nécessaires, ça devient compliqué. Ouais. Donc aujourd'hui, la Pologne, et les Polonais dans la rue, quand vous leur parlez, ils se demandent ce qui va se passer demain. Il y en a qui disent qu'il est temps de partir. Comme vous le savez, la Pologne est aussi un pays d'immigration. Il y a beaucoup de Polonais qui migrent pour travailler à l'étranger, hein, notamment au sein de l'Union européenne. On voit partout ici en Allemagne. Est-ce que l'Union européenne ne va pas soutenir au niveau économique la Pologne? Pour l'instant, effectivement, donc, il y a un soutien à la politique de réception de réfugiés. Voilà. Maintenant, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, on ne sait pas du tout quels seront les impacts économiques, on ne sait pas du tout ce qui va arriver dans 1, 2, 3, 6 mois. Et justement, cette incertitude fait que les gens en Pologne ne savent pas ce qui risque de se passer concrètement. Donc des gens qui ont des entreprises, par exemple, ne savent pas si l'inflation ne va pas faire chuter leur entreprise. Ouais. Vous avez dit l'inflation est combien? Aujourd'hui, l'inflation, alors officiellement, elle est de 15%, mais on parlera plutôt de 20-25%. Ok. Voilà. Donc effectivement, ça va augmenter encore. Alors oui, alors ça va augmenter fortement, puisque comme on le sait, on va vers une crise énergétique, donc ça va devenir compliqué en hiver. Il est à penser que la Pologne risque de souffrir de rupture de gaz, hein, parce que effectivement, donc les Polonais ont construit ce qu'on appelle le Baltic Pipe. Donc le Baltic Pipe, en fait, c'est un gazoduc qui va permettre de chercher du gaz en Norvège. Hein.
Seulement, voilà, donc pour l'instant, il n'est pas encore enclenché. Donc le gouvernement polonais essaye de rassurer en disant mais on était préparé, on a anticipé. Maintenant on sait parfaitement que personne n'a anticipé. Donc aujourd'hui les Polonais ont encore du gaz. Ils ont aussi du gaz en ce qu'il y a des accords européens de solidarité, de transfert de gaz, donc justement de retransfert donc, du gaz qui va de Russie en Allemagne et que les Allemands retransfèrent vers la Pologne. Mais tout ça, ça va augmenter les coûts, tout ça, ça va augmenter l'incertitude. Après, il y a aussi un autre élément qui est crucial, c'est la crédibilité du pays. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les investissements étrangers directs en Pologne, ils ont chuté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ouais, un pays à la frontière des deux autres pays qui sont en guerre, c'est oui, normal. Hein. C'est normal, mais simplement tout ça, ça joue sur l'état économique du pays. Ça impacte directement. Ah ouais. Donc aujourd'hui, les Polonais, ils ont toutes les raisons de se sentir dans une situation d'insécurité, d'incertitude. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Donc il y a plusieurs stratégies. Il y a ceux qui envisagent déjà de quitter le pays. Il y a ceux qui vont rester, qui essayent d'acheter justement de la monnaie étrangère, qui essaient justement de sécuriser leurs économies, parce que comme on le sait justement, les taux d'intérêt augmentent, puisque l'inflation augmente, donc le taux d'intérêt, donc la Banque centrale augmente le taux d'intérêt, mais il faut bien comprendre que ça joue directement sur la traite des crédits que les gens ont à payer. Je veux dire, il y a des gens qui, en l'espace de 3 mois, de par l'augmentation des taux d'intérêt, payent des traites de crédit supérieures à 50%. Donc en l'espace de 3 mois. On va sur un autre point lié à la guerre en Ukraine. Au début, tu as parlé un petit peu de l'approche des Américains à la guerre. Comment tu vois l'approche des Américains à cette guerre? Est-ce que les Américains sont sincères dans cette guerre ou les Américains essayent de jouer un rôle? Alors, vous le savez sûrement, pour ce qui est des relations internationales, il n'y a pas de sincérité. En tant qu'un Polonais. Il n'y a pas de sincérité, il y a des intérêts. Enfin, il n'est pas question de parler de sincérité, ni de bonté d'âme, ni de cœur dans les relations internationales. C'est une question d'intérêt. Alors, les Américains ont beaucoup investi en Ukraine. Ça, c'est un fait. Je veux dire, depuis 2014, depuis l'Euromaïdan, il y a des investissements qui ont été effectués. Maintenant, effectivement, l'Ukraine constitue un atout de taille pour les Américains, en ce qu'il y a beaucoup de ressources. C'est effectivement un pays limitrophe de la Russie. Donc, il y a fort à parier que les Américains ne partiront pas d'Ukraine comme ça. Ça, c'est un fait. Donc, il faut bien comprendre que les Américains ont un véritable intérêt économique en soutenant l'Ukraine. Et quelle économie, ouais, par exemple? Par exemple, justement, la possibilité d'avoir des entreprises en Ukraine, la possibilité d'avoir un marché, la possibilité d'avoir accès aux ressources ukrainiennes, la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée et relativement peu chère. Et dans la reconstruction de l'Ukraine? Alors oui, alors ça aussi, bon, mais ça c'est un détail, hein, ça c'est un détail qui viendra après la guerre. Mais aujourd'hui, les Américains ne quitteront pas l'Ukraine en ce qu'ils ont beaucoup investi. Et comme dit, je tiens à préciser un point qui est crucial, hein, c'est que dans les relations internationales, il n'est jamais, je répète, jamais question de générosité, de bonté d'âme ou de cœur. Hein. Les relations internationales, c'est une question d'intérêt économique, géostratégique, géopolitique. Les Américains aujourd'hui ont des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Maintenant, la question est de savoir si nous, en tant qu'Européens, on a les mêmes intérêts que les Américains à continuer cette guerre. La réponse sera sûrement non. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Europe est directement menacée. S'il arrivait qu'il y ait une confrontation directe avec la Russie, l'Europe serait automatiquement impactée économiquement, c'est sûr, militairement peut-être, chose que les Américains ne ressentiront pas. Donc aujourd'hui, faire cette guerre en Ukraine, soutenir l'Ukraine pour les Américains à un coût que très réduit. Voilà. Aujourd'hui, c'est une question de quelques dizaines de milliards de dollars. Mais les Américains ne sont pas menacés par la Russie. On sait parfaitement que personne n'utilisera l'arme atomique. Je veux dire, c'est impensable et inconcevable. Ouais. Donc, et l'approche de l'Union européenne? Alors, cette approche-là est plus réaliste. Et moi, je vais revenir à un point qu'on a beaucoup oublié. C'est fortement dommage. C'est la visite d'Emmanuel Macron, le président français, en Russie, du 7 février de cette année. En fait, ça a été une option qui, malheureusement, n'a pas été choisie par les Russes, qui aurait pu une visite situation... Non, justement, disons, c'était une visite réussie, mais c'est une option que les Russes ont écartée. Alors, on ne sait pas pourquoi, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Emmanuel Macron est allé à Moscou pour essayer de négocier des escalades avec Vladimir Poutine. Et il a prononcé une phrase qui était très intéressante, qui a été critiquée, mais très intéressante. Il a dit
qu'il n'y a pas de sécurité européenne sans sécurité de la Russie, il n'y a pas de sécurité de la Russie sans sécurité européenne. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il est question de créer une l'architecture de la paix, une architecture géopolitique entre la Russie et l'Europe, et l'Union européenne, c'est ça. Justement, cette stratégie, c'était une approche un peu nouvelle, qui passait quelque part au-dessus de l'OTAN. C'était une stratégie qui sûrement n'était pas bien vue par les Américains, parce que finalement, quelques heures après, vous avez Joe Biden et Olaf Scholz, donc une conférence commune, où c'est Joe Biden qui annonce que s'il y a invasion de l'Ukraine par la Russie, le Nord Stream 2 ne serait pas mis en route. Voilà, ce qui est quand même assez étonnant. C'est le président américain qui annonce qu'un projet germano-russe ne sera pas mis en route s'il y a agression russe. Enfin, voilà. Donc, mais cette approche-là n'a pas été privilégiée par les Américains. Ce qui fait que finalement... Par les Américains? Oui, elle n'a pas été privilégiée. Parce que finalement, une approche de la sécurité conjointe russe-européenne, ce serait une approche qui passerait quelque part au-dessus de l'OTAN. Ça rendrait finalement l'OTAN obsolète. Rendez-vous compte, je veux dire, ça fait quand même des années que l'on pose la question... Donc, vous dites que les Américains et les Allemands ont saboté la visite d'Emmanuel Macron? Non, pas les Allemands et les Américains. Je dis simplement que c'est la réponse de Joe Biden, en fait, à ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'époque. Enfin, à l'époque, ça fait juste 4 mois, mais en février, c'était de dire non, on ne coopère pas avec la Russie. La Russie doit quitter, doit pousser à la désescalade, donc retirer ses troupes qui à l'époque étaient massées à la frontière ukrainienne. Point barre, il n'est pas question de deal, de marché, il n'est pas question de ça. C'est ça, c'était la réponse de Joe Biden. Voilà. Donc ensuite, ce projet d'Emmanuel Macron, qui me semble être fort intéressant, justement, aurait mis en place un système de sécurité conjointe. Parce que, effectivement, il faut bien comprendre une chose, c'est que les Russes estiment être menacés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Vladimir Poutine? Vladimir Poutine a dit que finalement, l'OTAN a menti aux Russes. Parce que dans les années 90, il y a eu un élargissement. Alors, il faut quand même revenir 40 ans en arrière. En 1990, encore à l'époque de l'Union soviétique, et ça, il y a des documents pour le prouver, on a promis justement à Mikhail Gorbatchev, donc le premier secrétaire du parti communiste soviétique, qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Alors, les documents prouvent qu'il n'y a pas... Il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Vers l'Est, c'est ça. Ouais. Vers l'Est. Ouais. Donc là, il était question de l'Europe centrale, donc juste vers l'Est. Voilà. Okay. Alors, ça, c'est ce qu'on avait promis justement à Mikhail Gorbatchev. Donc il n'y a pas eu de traité signé, certes, mais c'est une promesse qui a quand même été faite. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'élargissement en 99, donc qui devient une réalité, vers l'Europe centrale, donc la Pologne, la Hongrie, etc. Vous avez 4 élargissements de l'OTAN. On a essayé de prendre aussi la Géorgie. Alors, il y a eu aussi la Géorgie, où finalement on avait laissé planer le doute. La Russie. On avait aussi plané, donc finalement ça a contribué à déclencher une réaction militaire très brutale du côté de Moscou. Mais les Russes en fait estiment que l'OTAN ne respecte pas ses engagements et que l'OTAN mène une politique agressive. De leur point de vue, c'est présenté comme ça et c'est comme ça qu'ils le ressentent. Et donc ça, c'est un point de vue qu'il faut aussi entendre, parce que les Russes, ils estiment... Ouais, c'est comme ça que Poutine se défend. Disons, d'un point de vue russe, en fait, ce qu'ils font, c'est se défendre d'une agression de l'OTAN qui, de leur point de vue, se fait justement de par l'élargissement successif à d'autres pays, et justement par l'implantation des infrastructures occidentales en Ukraine. Du point de vue russe, en fait, c'est une invasion. Parce que, on parle de pacte militaire, mais il faut aussi voir que le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et qui plus est l'Occident, les États-Unis aussi, ça fait que le modèle culturel européen et occidental s'est rapproché de la Russie. Donc ce que dit la Russie, c'est aujourd'hui, le modèle culturel, économique culturel occidental est arrivé en Ukraine. Demain, il va arriver chez nous. Donc, il faut mettre un barrage à cet élargissement. Comme on le sait, donc les Russes ne sont pas en mesure de concurrencer ce modèle économiquement. Ce qu'ils ont à leur disposition, c'est une armée, donc ils ont, de leur point de vue, ce qui n'est pas une justification, c'est une précision de point de vue, je ne justifie en rien qu'on soit bien précis. C'est ce qu'on voit, Stéphanique, c'est une théorie de défense de la Russie. C'est une théorie de défense de la Russie, je pense. C'est présenté comme ça. Mais c'est pas réel. Alors, disons, il faut... Pour comprendre cette guerre, il faut se placer de différentes perspectives. Je veux dire, l'élargissement de l'OTAN... Si on voit une culture occidentale comme danger pour la Russie, alors il faut
il faut savoir que après l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire à partir des années 1990, la culture occidentale a essayé de s'installer bien en Russie, hein, surtout avec McDonald's, etc., etc., etc. Alors là, vous parlez d'un point encore différent. Vous parlez de ce qu'on appelle le traumatisme russe. Parce que pour beaucoup de Russes, en fait, ceux qui l'ont vécu, les années 90, donc ce qu'on appelle l'époque Yeltsin, est un traumatisme. Et d'ailleurs, c'est sur ça que Poutine a joué. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, Poutine joue de ce traumatisme en disant, regardez, la Russie s'est rapprochée de l'Occident. On avait même des opérations conjointes entre la police russe et le FBI pour combattre le crime organisé. Finalement, les Américains ont failli prendre le contrôle de la Russie. Voilà ce qui s'est passé. On s'est repris à temps. Mais attention, si on n'est pas vigilant, ça va recommencer. Donc il faut qu'on sécurise notre périmètre. Parce qu'il faut bien aussi voir la définition de la politique étrangère russe. Hein. Il faudrait en parler plus longuement, mais en gros, ils ont une définition de l'étranger proche, de l'étranger moyen, de l'étranger éloigné. Et en fait, donc l'Ukraine, c'est leur étranger proche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que la Russie ne considère pas l'Ukraine comme un étranger, comme un pays étranger. Alors oui, alors ça aussi. Une partie de la Russie. Alors ça aussi. Donc ça aussi, c'est un débat intéressant. Parce qu'effectivement, donc la Russie ne considère pas, en tout cas ne considère pas l'Ukraine de l'Est, hein, donc l'Ukraine orientale et l'Ukraine du Sud, comme étant un État à part. Ils estiment simplement que l'Ukraine est une invention de Lénine, et ça a été beaucoup critiqué par l'Occident, mais effectivement, ce qu'a dit Poutine le 21 février de cette année, hein, dans son discours, en disant que l'Ukraine, ça n'existe pas, c'est une invention de Poutine, c'est la position russe, c'est le positionnement russe qui a été adopté pendant des années. Donc voilà, en fait, on estime que l'Ukraine a fait partie de l'Union soviétique, certes, mais finalement, c'était que théorique, parce que finalement, il y a eu des républiques, certes, mais elles n'étaient pas souveraines. Donc, quand en 1964, Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, offre finalement la Crimée à l'Ukraine, ça n'avait aucune signification réelle à l'époque. Mais en 92, quand l'Ukraine prend son indépendance, hein, ça a une signification, puisque finalement la Crimée qui a été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine, elle devient ukrainienne. Donc la Russie perd la Crimée. Tout ça, ça fait que d'un point de vue russe, en fait, les décisions à l'époque soviétique qui finalement n'avaient aucun impact à l'époque sont devenues très dangereuses pour eux. Donc du point de vue de leur sécurité, effectivement, donc l'Ukraine est cruciale parce que c'est un État qu'ils considèrent en partie comme en étant un État russe ou faisant partie de la Russie, mais aussi un État limitrophe. Donc les Russes, dans leur stratégie, juste pour faire court sur cette stratégie, en fait, ils ont une stratégie des 3 zones. Donc la frontière proche, la frontière moyenne et la frontière éloignée. La frontière proche, ce sont les pays que les Russes veulent contrôler. C'est-à-dire que les pays qui les entourent, ils veulent avoir un contrôle dessus. Donc ça doit être des États tampons, hein. Donc des États qui les séparent de l'Occident. Donc l'Ukraine, de leur point de vue, ainsi que la Biélorussie, dans la mesure où il y a eu un élargissement de l'OTAN en 1999, l'Ukraine et la Biélorussie doivent être des États tampons qui séparent, en fait, qui sont entre l'OTAN et la Russie. C'est comme ça que c'est vu par Moscou. Ensuite, vous avez la frontière moyenne. Ça, ce sont des pays d'Europe centrale. Donc ça, ce sont des pays où les Russes veulent avoir leur mot à dire dans la politique de ces pays pour s'assurer justement que ces pays ne soient jamais en mesure d'influer de quelque façon que ce soit sur le déroulé de la situation en Russie. Ouais, Zbigniew, sur un autre point, je veux avoir tes idées, ton opinion. On dit que, c'est ce que dit la Russie, Poutine, les nazis ont été regroupés en Ukraine, surtout à l'est de l'Ukraine, par l'Angleterre, par l'Union européenne, par les Américains, etc. Et c'est un prétexte que la Russie a attaqué l'Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, mais ça c'est un prétexte, hein, c'est une façon de justifier cette invasion. Mais finalement, ce prétexte, en fait, c'est comme une balle de ping-pong. Quelle est la vérité de cette... Non, alors la vérité, c'est qu'il n'y a pas de nazis, à en parler en Ukraine. Enfin, on dit qu'on a regroupé les nazis de l'Europe en Ukraine, à la frontière de la Russie, pour pouvoir les utiliser après contre la Russie. Non, alors ça c'est une invention, c'est une justification qui est là pour justifier cette guerre. C'est comme l'attaque de la tour de Gleiwitz en 1939, donc une tour allemande qui aurait soi-disant été attaquée par des Polonais. C'était ce qui devait justifier l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Voilà, il faut le prendre comme ça. Après, effectivement, l'Ukraine, historiquement,
il y a eu un passé nazi, c'est-à-dire qu'une partie des Ukrainiens ont collaboré ouvertement avec l'Allemagne nazie. Et ça, justement, ça joue sur les relations polono-ukrainiennes, parce que, comme on le sait, donc ces Ukrainiens qui étaient à l'époque réunis dans ce qu'on appelle le UPA, donc l'armée d'insurrection ukrainienne, donc qui travaillait avec les nazis, ont assassiné entre 200 et 300 000 Polonais en 1943. Voilà. Ah bon, en Pologne? Oui, enfin sur les territoires qui à l'époque étaient polonais. À l'époque, donc voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est encore mal travaillé en Ukraine. Donc les Ukrainiens ont un souci de mémoire avec ça. Voilà, mais ça, donc ça c'est l'histoire. Effectivement, il y a des groupements. Mais pour la Russie, tu dis c'est un prétexte. Alors pour la Russie, oui, c'est un prétexte. Je dirais, il n'y a jamais eu de transfert de nazis. Il n'y a aucune vérité. Il n'y a aucune vérité dans ce. Donc, finalement, on se sert d'un passé, on se sert de l'histoire, on se sert d'éléments historiques pour justifier l'invasion. Voilà, c'est tout. Mais finalement, personne n'a transféré de nazis, et même donc, les soldats d'Azovstal. Donc ce sont. Alors après, il faut bien distinguer une chose, c'est qu'en fait, ce que les Russes vont appeler les nazis ukrainiens, en fait, il faudrait parler de nationalisme ukrainien, parce qu'effectivement, donc les Ukrainiens ne se disaient pas nazis dans les années 40, ils se disaient nationalistes. Donc nationalistes au sens... Mais c'est ce que disent les Russes, c'est pas pour les Ukrainiens. Les Russes disent que les Européens, surtout les Anglais et les Américains, ont regroupé les nazis européens en Ukraine. Oui, alors en fait, ça veut dire les Américains, les Anglais, les Allemands, les Français. Oui, alors j'imagine que ça, c'est coupé là-bas. Alors je pense qu'il faut référence à ce qu'on appelle la Légion étrangère ukrainienne, donc justement, voilà une légion qui a été ouverte justement aux combattants étrangers. Ouais. Alors effectivement, donc il y a des combattants étrangers qui prennent part au combat, mais il n'y a pas de regroupement nazi, donc ça c'est un prétexte que les Russes, moi je pense aussi que Poutine a inventé parce qu'il fallait bien justifier l'invasion. Mais après remarquez, si vous voulez bien en fait encore un mot là-dessus, que finalement l'Occident lui a renvoyé la balle en disant que non, les véritables nazis ils sont pas à Kiev, ils sont à Moscou parce qu'ils font un génocide en Ukraine. En parlant de Boutcha, de Irpień, de tous ces lieux justement où il y a eu des crimes de guerre russes, on parle justement non de crimes de guerre, mais justement de génocide, donc d'actes prémédités destinés à détruire le peuple ukrainien. Parce qu'effectivement, donc les Russes, comme vous le disiez, hein, à juste titre, ils ne reconnaissent pas forcément qu'il y a un peuple ukrainien. Ils sont prêts à admettre qu'il y a une certaine Ukraine, mais l'Ukraine, elle se trouve à droite du Dniepr, hein, donc c'est l'Ukraine occidentale de leur point de vue, mais un peuple ukrainien, non, ça, ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Mais simplement, le fait est que l'Occident donc a très habilement renvoyé la balle russe en disant non, les vrais nazis, ils sont à Moscou parce qu'ils se servent justement de cette guerre pour exterminer le peuple ukrainien, parce que justement, ils se servent de méthodes nazies, donc extermination massive. On a même parlé de crématorium mobile, justement, qui devait faire disparaître les corps. On a aussi parlé, on continue à parler d'ailleurs, de déportation massive hein, d'Ukrainiens qui seraient déportés justement par l'armée russe vers la Russie, probablement la Sibérie. Donc ce sont des informations qu'on ne peut pas vérifier, hein, qu'on n'a pas de preuves réelles. Les Ukrainiens parlent d'une déportation qui serait de 2 millions d'Ukrainiens déportés par les Russes vers la Russie. Moi, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette déclaration. Okay. Voilà. Stéphanie, comment tu vois le rôle de la Turquie dans ce processus de la guerre? Alors, la Turquie, comme quelques mots. Hein. Alors, la Turquie, comme tout État, comme toute puissance régionale, veut tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que la Turquie, elle veut simplement profiter de la situation pour régler ses intérêts à elle, notamment le problème kurde. C'est-à-dire que Erdogan, il aurait sûrement souhaité que sa validation de l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN s'accompagne d'un permis de tuer au Kurdistan. Donc ça c'est sûr, donc la Turquie va essayer de monnayer justement son soutien à la politique américaine et occidentale pour régler ces problèmes à elle. Ensuite la Turquie aussi veut être vue comme un interlocuteur entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire qu'en fait la Turquie certes est membre de l'OTAN, mais elle veut plutôt paraître comme un médiateur entre l'Est et l'Ouest, donc un pays qui effectivement joue le jeu de l'OTAN, mais en même temps membre de l'OTAN. C'est ça, mais d'un autre côté essaye de comprendre la position russe justement pour jouer sur le tableau. Alors on sait qu'il y a des négociations maintenant entre Ankara et Moscou concernant le blé ukrainien qui est bloqué à Odessa. Donc les Turcs joueraient un rôle justement actif pour permettre à ce blé d'être envoyé vers l'Afrique qui en a tant besoin. Mais effectivement, donc la Turquie, comme on le sait, il y a eu des négociations au mois de mars et au mois d'avril qui ont été organisées par Ankara justement en Turquie
où les Russes et les Ukrainiens se sont réunis, les délégations des deux pays, qui devaient justement négocier une paix, où Erdogan disait qu'effectivement, une guerre entre la Russie et l'Ukraine ne profite à personne. Donc oui, la Turquie veut être vue comme un médiateur, mais d'un autre côté, n'oublions pas que la Turquie est un très grand producteur d'armes, et il y a des livraisons d'armes turques en Ukraine. Par exemple, le drone Bayraktar, le drone russe, c'est ce qu'on appelle le drone tueur de l'armée russe. C'est ce drone qui, statistiquement, a détruit le plus de chars russes. Et on sait que ces chars russes sont complètement vulnérables à ce drone. Donc la Turquie, d'un côté, veut jouer un rôle de médiateur, de négociateur, d'un autre côté, exporte des armes vers la Turquie, vers l'Ukraine, vers l'Ukraine justement pour développer son industrie de l'armement, mais veut aussi monnayer son soutien à l'Occident. Donc, pour soutenir la potentielle entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, la Turquie souhaiterait un chèque. Ça, c'est tout à fait lié à la question kurde. Hein. Alors oui, mais la question kurde et puis aussi un chèque. Enfin, la Turquie, comme dans la crise migratoire de 2015, aurait aimé que l'Union européenne lui refasse un autre chèque. Exactement. Je te remercie, Stéphanie. On va en parler encore dans les prochaines semaines. Avec plaisir. Et sur certaines autres questions. Il y a beaucoup de points que je veux discuter avec toi prochainement. Et est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter? Disons, il faut bien comprendre que cette guerre, en fait, elle a différentes facettes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'aspect humain. C'est un aspect dramatique quand vous voyez tous ces réfugiés, ces femmes, ces enfants, tous ces gens qui sont partis du jour au lendemain. Rendez-vous compte, ces gens ne s'attendaient pas à une guerre et tout à coup ils ont dû quitter leur pays, ils ont tout perdu en un instant. Donc il y a ce côté humain qui est vraiment dramatique, c'est un drame. Je veux dire, ce qui se passe là-bas, c'est dramatique, c'est terrible, il n'y a aucun mot suffisant, je précise suffisant, pour relater, pour parler de ce qui se passe là-bas. Mais après, il y a l'aspect géopolitique. Et là, il faut bien comprendre que la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une guerre qui est utilisée par tous les camps et puissances mondiales à leur fin. Il faut aussi bien comprendre que finalement, aujourd'hui, on a deux choses. D'un côté, on a sur le terrain une guerre Ukraine-Russie, certes, mais on a une confrontation Est-Ouest, donc Russie-OTAN. Et l'Ukraine n'est qu'un élément de cette confrontation. L'autre élément, c'est l'Afrique. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, Poutine utilise le blé comme un élément de chantage, comme une réelle arme, en fait. Il est en mesure de provoquer une famine en Afrique. Donc ça veut dire utilise la famine comme arme pour ses propres intérêts. Après, il n'y a pas que l'arme de nourriture. Il faut bien comprendre que la Russie est fortement implantée en Afrique, l'Algérie, les pays du Sahel. Comme on sait, le Mali a de facto été repris par la Russie, par le groupe Wagner. Le Burkina Faso, la Guinée, tout ça, tous ces pays, les coups d'État qui ont eu lieu là-bas, l'ont été faits par les Wagner, comme on appelle ça. Donc le groupe Wagner, ce sont des mercenaires russes, en fait, à la solde de Moscou. Avec la faiblesse de la France dans ces pays. Alors, la faiblesse ou une erreur de stratégie. Donc les Russes ont profité justement du fait que les Français étaient de moins en moins bien perçus en Afrique, justement, pour reprendre ces pays. Donc aujourd'hui, par exemple, un exemple précis, la Russie a des liens très étroits avec l'Algérie. Comme nous savons, il y a une crise politique très grave entre le Maroc et l'Algérie. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Algérie exporte environ 12% du gaz qu'on utilise en Europe. La Russie pourrait provoquer une guerre entre l'Algérie et le Maroc. C'est une question d'un coup de fil de Poutine à Alger. Ils peuvent le faire en quelques minutes. Donc, quelles seraient les conséquences pour nous, occidentaux, dans la mesure où on veut se couper des hydrocarbures russes, s'il y avait une guerre entre l'Algérie et le Maroc maintenant? Ensuite, il y a l'Afrique, bon ça il faudra en parler plus longuement, mais après il y a les Balkans. Il faut bien comprendre que la Russie, en fait, peut provoquer une autre guerre des Balkans. Elle a des liens très étroits avec la Serbie. Comme nous le savons, il y a des liens culturels avec la Serbie, mais la Russie exerce aussi son emprise. Slave, mais orthodoxe. Donc il y a une très grande proximité entre la culture serbe et la culture russe. En fait, certains parlent même d'une seule culture, mais il faut le voir dans le contexte de la République serbe qui rentre au sein de la Bosnie. Aujourd'hui, comme un véritable souci de cohésion étatique, si les Russes provoquaient la sortie
de la République de Serbska Republika de la Bosnie, elle pourrait provoquer l'implosion de la Bosnie. Donc la Russie, aujourd'hui, elle est en mesure de les déstabiliser, d'allumer un autre feu dans les Balkans. Donc la guerre en Ukraine, en fait, c'est une guerre, finalement, qui n'est qu'un élément de cette confrontation Est-Ouest. Et après, il faut voir aussi qu'on a deux points de vue. Il y a le point de vue américain, il y a le point de vue européen. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe, aujourd'hui, elle ressent directement les effets économiques de cette guerre, économique, financière. Elle pourrait ressentir, le cas échéant, s'il devait y avoir une attaque russe sur les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, elle pourrait ressentir aussi les effets militaires destructeurs de cette guerre. Donc le point de vue américain et européen sera forcément différent, et ça va faire que finalement, ces points de vue vont diverger. Donc on va avoir affaire à un divorce politique, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui va lui privilégier un processus politique visant à amener justement un cessez-le-feu, voire un traité de paix, et Joe Biden qui lui va continuer justement à affaiblir l'armée russe, parce qu'effectivement c'est dans son intérêt. Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'approche de la France et des Américains. Absolument, puisque finalement les Américains voient en ce conflit un élément de rivalisation globale. En gros, disons, entre l'approche européenne et américaine. Absolument, puisqu'en fait, pour les Américains, affaiblir la Russie signifie aussi envoyer un message clair aux Chinois, en disant attention, aucune agression ne sera tolérée et ne sera laissée pour compte. Si vous, Pékin, attaquez Taïwan, il y aura des réactions, d'ailleurs Joe Biden l'a dit. Ouais. Donc finalement, il y a une démonstration de force en disant voilà, on a dit aux Russes, attention, ne le faites pas, ils l'ont fait, ils vont en subir les conséquences et en payer le prix. Vous, Chinois, regardez bien ce qui se passe. Si vous attaquez Taïwan, si vous commencez à attaquer vos voisins, vous en paierez le prix aussi. Donc, ce qui se passe, donc la stratégie américaine, elle s'inscrit aussi dans un message global que les USA envoient aux Chinois, que les USA envoient à la Corée du Nord et aux autres puissances mondiales. Donc, il faut bien voir ce point de vue-là. Alors que nous, l'Europe, ici, effectivement, quelque part, nous sommes dans ce conflit un élément entre l'Est et l'Ouest. Et donc, quel est notre intérêt? Notre intérêt, simplement, c'est qu'il n'y ait pas de guerre, à proprement parler, entre l'Europe et la Russie. Donc, effectivement, du point de vue européen, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons sûrement, à court terme, je pense, privilégier l'approche politique. Et je pense que, effectivement, le président français, sûrement suivi du chancelier allemand et d'autres chefs d'État, vont s'efforcer de chercher des solutions politiques, justement, pour mettre fin à ce conflit, ou au moins arriver à un cessez-le-feu. Donc, il y a fort à parier que cette approche occidentale va être divisée dans ces prochains temps. Il faut le savoir. On en a eu un exemple, un exemple précis, ce qui s'est passé il y a quelques jours. Vous avez Emmanuel Macron qui a appelé dans une interview donnée aux médias locaux à ne pas chercher à humilier la Russie. Alors, cette phrase a été détournée, donc il faut bien en préciser le sens. En fait, ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce qu'a dit le président français, c'est que finalement, après le cessez-le-feu, une fois qu'il sera acté, il faudra arriver à une solution politique qui ne pourra pas se faire sans la Russie. Donc, essayer d'humilier la Russie dans cette situation-là est contre-productif, mais il a également rappelé, il a précisé, que l'agression de la Russie envers l'Ukraine était une erreur historique et fondamentale. Donc jamais Emmanuel Macron n'a justifié cette agression. Mais en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Ukraine surtout, il y a eu des réactions vives en disant attention, attention, la France parle de ne pas humilier la Russie. Il y a eu une réaction très vive du ministre des Affaires étrangères ukrainien sur Twitter qui disait que chercher à ne pas comment humilier la Russie, humilier la France. Donc une réaction très dure. Mais ces points de vue vont diverger et il faut en avoir conscience. Merci Stéphanie et merci chers spectateurs. Et prochainement dans d'autres émissions, on va se revoir. Merci.